Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, la crise politique qui continue de secouer l'Éthiopie désormais sous état d'urgence. Le pays fait face à un renforcement du mouvement de protestation antigouvernementale qui a débuté fin 2015. Une colère, l'expression d'une frustration des ethnies Oromo et Amara qui s'estiment marginalisées par le pouvoir central dirigé par la minorité tigréenne. Et dans notre grand angle, une task force présidentielle pour accélérer le processus de la monnaie unique de la CEDEAO prévue d'ici à 2020. La rencontre doit s'ouvrir ce mercredi au Ghana. Et les fripes ne seront plus les bienvenus dans plusieurs pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Des pays comme le Rwanda et l'Ouganda souhaitent bannir ces vêtements de seconde main d'ici à 2019 afin de doper la production locale. Voilà pour les titres. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Jean-Claude Moulindiaby, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes journaliste, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Almani Sekou Souma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du cercle de réflexion Agir pour la Guinée. Merci d'être sur ce plateau. Djemal Taleb, notre éditorialiste, est également présent. Bonsoir Djemal. Bonsoir Zahra et bonsoir à tout le monde. Commençons par l'actualité politique. Face donc à cette protestation anti-gouvernementale, le régime éthiopien répond par l'état d'urgence. Les origines de cette crise inédite depuis 25 ans, les Oromo, mais aussi les Amara, les ethnies majoritaires du pays qui s'estiment marginalisées. Ils dénoncent une mainmise des Tigréens sur les affaires de l'État et de détenir les postes clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité depuis plus d'un demi-siècle. Solange Dubois. L'annonce ce 15 février de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegne n'a pas désamorcé la colère d'une partie de l'opinion. Cette vague de protestation qui a catalysé des mécontentements divers constitue un sérieux revers pour le Premier ministre qui avait pourtant permis la libération de plus de 5000 prisonniers politiques en début janvier 2018. Tel est le cas d'Eskinder Nega, ce journaliste et activiste avait été condamné à 18 ans de prison en 2011, accusé d'avoir tenté d'inciter à la violence avec une série d'articles en ligne. J'étais en prison pendant cette période. Je voulais continuer à écrire, mais c'était interdit. J'ai alors fait part de mon mécontentement avec l'administration de la prison. Ils m'ont alors transféré dans une deuxième prison où j'étais enfermé avec seulement 4 ou 5 autres prisonniers. Je n'avais ni stylo, ni papier, ni livre. Seules 1 ou 2 personnes étaient autorisées à me rendre visite. Depuis 2015, le pays traverse une situation politique inquiétante, confronté à un mouvement de protestation anti-gouvernementale. Tandis que le gouvernement lutte pour apaiser les tensions grandissantes entre les deux plus grands groupes ethniques, les Oromo et les Amhariques, l'inquiétude quant à elle grandit au sein de la population. Les gens sont mécontents, tellement mécontents et légitimement révoltés et indignés à cause des échecs et des abus du gouvernement. Toutes ces choses rappellent l'effondrement de l'État et les guerres civiles auparavant. Du coup, la menace de la chute de l'État est une menace toujours présente. Tandis que la vague de contestation prend de l'ampleur, l'état d'urgence a été décrété ce vendredi 16 février par le gouvernement éthiopien avec effet immédiat. Une décision qui intervient une journée après la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegne. Le régime d'état d'urgence restera en vigueur durant 6 mois et prévoit notamment l'interdiction des manifestations. Alors, les contestations actuelles des Oromo et des Amara révèlent finalement d'énormes frictions au sein de la société éthiopienne. N'est-ce pas là, Jean-Claude Moulindiaby, les limites du régime fédéral qui se trouve être au cœur du gouvernement éthiopien? Oui, il faut reconnaître que l'Éthiopie est l'un des pays qui a, pendant plusieurs années, infligé, si je peux dire, les maux de la dictature. Et là, ce ne sera pas le fait de libérer 6000 prisonniers que la population va s'apaiser. C'est-à-dire que les erreurs politiques, parfois, ça paye cher. La population est trop exigeante et on peut comprendre parce qu'elle a beaucoup souffert. Et je pense qu'il faut beaucoup de changements, de profondes réformes pour que la population puisse comprendre que l'avenir peut être meilleur
parce que c'est une population qui a connu un régime pas très facile, l'oppression même, comme on le retrouve dans toute cette partie-là de l'Afrique qu'on appelle Corne d'Afrique. Donc, il faut des changements profonds. Alors, des changements, Almami Sékou Souma, des changements autour de ce régime fédéral basé sur, en tout cas, un régime fédéral ethnique qui prévaut dans ce pays depuis 25 ans maintenant. C'est véritablement, en tout cas, la montée en puissance de ces contestations. Ça nous révèle les limites de ce système, finalement. D'abord, il faut prendre le problème à son origine. Vous avez parlé tantôt de problème ethnique. L'origine de ce problème, c'est l'ethnicisation de la gestion du pays. Et la crise qui perdure dans ce pays depuis plus de 25 ans, c'est parce que la crise est ethnico-politique. À l'origine, les leaders africains, au-delà même de l'Éthiopie, le problème aujourd'hui en Afrique fondamentale qui fait que l'Afrique n'avance pas, c'est cette ethnicisation du pouvoir. Et je crois que c'est les pouvoirs publics même qui amènent la population à la contestation. Parce que vous savez, on peut accepter pendant un petit moment de vivre de la pauvreté, pendant un petit moment et accepter, mais vivre de l'injustice dans son pays, ça c'est très difficile à accepter. Et non seulement ils ont ethnicisé, mais si au sommet de l'État, les choses étaient gérées en tenant compte simplement du mérite, non pas de l'ethnie. Alors c'est une ethnisation qui a été institutionnalisée. Ben voilà. Ben, oui. Alors ce qui est opportun de dénoncer aujourd'hui, c'est que les hommes politiques africains ont encore politisé davantage cette politique à travers l'ethnicisation. Et ce qui fait que, sinon, s'il y avait une velléité de cession entre les communautés, une velléité de sécession, je voulais dire, entre les communautés dans ce pays, il n'y aurait pas eu une ethnie minoritaire au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dénoncer, c'est que les hommes au sommet de l'État, aujourd'hui, c'est sous la pression populaire que le Premier ministre a démissionné. Ce n'est pas une démission volontaire, parce qu'il s'est rendu compte, le fait de libérer 6 000 prisonniers politiques, y compris les journalistes et les opposants, c'est inacceptable pour une démocratie. Et aujourd'hui, ce sont des actes qui ne sont pas en phase avec le monde actuel. Djemal Taleb, un fédéralisme qui favorise en effet les Tigréens, qui forment, vous venez de le dire, Almami, pourtant une ethnie minoritaire dans ce pays, les Tigréens qui ont, dès les années 1970, combattu le régime de l'ancien président Haïlé Mariam Sélassié, Mengistu Haïlé Mariam, pardonnez-moi, qui est parti ensuite en 91, au-delà du fait que finalement, et c'est véritable, c'est vrai que les Tigréens ont participé à la rébellion, ils ont été l'âme même de cette rébellion. Sur quoi repose véritablement la légitimité du fait qu'ils sont finalement à la tête, ils sont au cœur du pouvoir en Éthiopie? Moi, j'ai du mal à résumer le pouvoir politique éthiopien uniquement en termes d'ethnie. Je pense que c'est réducteur et insuffisant que de le faire. C'est un pays qui a une histoire à part, qui a un passé à part et qui a une conception de lui-même totalement différente. On voit des pays où les ethnies sont majoritaires et les minoritaires demandent quand même de la justice. Quand vous avez un pays où l'ethnie minoritaire est au pouvoir, la majorité demande aussi de la justice. Imaginer et penser que c'est le continent africain et les difficultés que nous avons sont des difficultés uniquement à résoudre par la question de l'ethnicité, on se trompe lourdement. Alors pour l'Éthiopie, ça reste quand même quelque chose véritablement à part. Vous avez peut-être raison, je ne partage pas votre avis, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai raison. On a un pays à côté qui s'appelle le Rwanda, où une minorité ethnique est aujourd'hui aux commandes. Ce n'est pas le pays le plus malheureux de la Terre, et loin de là. Si. Vous avez un pays qui s'appelle le Rwanda, où l'ethnie majoritaire était au pouvoir, et on a eu la situation qu'on a eue. C'est-à-dire que la réduction uniquement par l'ethnie et l'explication de la situation par l'ethnie est absolument insuffisante. Alors même pour un pays comme l'Éthiopie, où c'est une ethnisation institutionnalisée. Comme notre souci est l'Éthiopie, nous allons parler d'Éthiopie, on peut parler du Rwanda. Non, on va parler de l'Éthiopie, je pense que ça... Mais là, nous allons parler... Mais de toutes les façons, l'ethnisation dans
tous les cas, ça ne peut pas porter de bons fruits. C'est toujours vraiment de très néfastes conséquences. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais expliquer le pouvoir politique sur le continent africain. Et c'est ce qui s'est passé au Rwanda, et ce n'est pas fini. Oui, mais sauf que ça s'est passé pas maintenant, ça s'est passé avant. C'est-à-dire quand la majorité est au pouvoir, ça s'est passé de la même façon. Et quand elle n'est plus au pouvoir, on l'interprète aussi de la même façon. L'explication du pouvoir politique uniquement par l'ethnie est, de mon point de vue, assez insuffisant pour expliquer une situation. Je n'ai pas dit que ça n'était pas vrai et qu'il ne fallait pas le faire. C'est tout. La situation de l'Éthiopie est différente. C'est un pays qui affiche une santé économique insolente. C'est un pays qui arrive à être plus compétitif que la Chine. C'est un pays qui a une stabilité assez impressionnante depuis maintenant très longtemps. C'est l'un des rares pays qui n'a pas connu l'histoire coloniale africaine comme nous l'avons connue. Et c'est un pays qui a choisi des bases juridiques différentes pour son fonctionnement. Je pense, moi, que contrairement à l'ethnicisation et l'explication par l'ethnie, c'est que nous arrivons à un système de maturité politique et de développement de la classe moyenne est tel que la demande de démocratie et de liberté devient importante. C'est le fédéralisme basé sur l'ethnicité qui est en train de montrer véritablement ses limites. Non, ce qui montre ses limites, ce qui montre ses limites, c'est le manque de démocratie. Ce qui montre ses limites, c'est le manque de liberté. Ce qui montre ses limites, c'est le partage du pouvoir et de la situation économique par certains. Vous pouvez les appeler ethniques ou pas ethnie, c'est pas la question. Non, c'est pas moi qui les appelle. Hein. Voilà, donc la question. Alors, on peut les appeler comme on veut. La question, de mon point de vue, est d'abord de ce point de vue-là. Et donc, un pays qui connaît une santé économique importante, qui connaît une santé sociétale assez importante, arrive à une limite. C'est-à-dire que la demande de la suite est de plus en plus importante. Et la demande de la suite est la demande de plus de liberté et de démocratie. C'est-à-dire que la classe politique, la classe sociologique qui dirige ce pays arrive à une situation où elle est obligée de lâcher de plus en plus du lest si elle veut continuer dans la cohésion qui est la sienne. Je suis moi persuadé qu'un pays comme le Rwanda, qui connaît déjà une situation économique importante, connaîtra demain une exigence politique plus importante. Mais sans démocratie exemplaire, pas du tout. La démocratie... C'est ce que vous disiez. Non, il n'y en a pas. Alors, s'il vous plaît... Moi, je suis... Non, là, voilà... Moi, je suis pas très... En parlant d'ethnie, bon, je comprends quand il utilise le mot insuffisance. C'est là où je partage à moitié son point de vue. Mais il faut reconnaître que 80% des États africains aujourd'hui sont asphyxiés par cette ethnicisation-là. Alors, quelle gestion quand même du pouvoir de la part du TPLF? Je suis d'accord. Il y a une seule chose. Moi, je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'on doit gérer un pays en tenant compte forcément de l'équilibre ethnique. On doit mettre en avant le mérite, parce que même si c'est l'ethnie minoritaire qui est au pouvoir, si c'est le mérite, si c'est la promotion du mérite qui est faite au sommet de l'État, ça veut dire que l'équipe qui gère le pays fera le bonheur des populations. Et tant que les gens sont au travail, tant qu'on est en train de lutter contre le chômage, tant que cette équipe est en train de faire en sorte que le pays se porte bien économiquement, socialement... Ce qui est le cas de l'Éthiopie. Ben non, pas forcément. Économiquement, elle se porte bien. Elle a même une santé insolente. Ben justement, au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect sociétal. Cet aspect ethnique-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si tout allait bien socialement en Éthiopie, ces crises qu'on est en train de connaître, qui ont fait près de 1000 morts quand même, à cause de ces problèmes ethniques, c'est insupportable. Mon regard sur la situation, et je ne prétends naturellement pas dire... En fait, je pense que c'est la population éthiopienne qui est démocrate, mais ceux qui sont au sommet de l'État ne sont pas du tout démocrates. Parce que ça s'explique simplement par l'ascendance d'une ethnie minoritaire au sommet de l'État. Si la majorité a accepté ça, parce qu'il y a un minimum de démocratie dans le comportement de tous les jours des populations. Mais aujourd'hui, la culture de l'ethnocentrisme, de l'ethnicisation du pouvoir a été entretenue par ceux qui sont au sommet de l'État. C'est ça qui convient. Mais la même situation sociologique de l'Éthiopie existait il y a 10 ans, personne ne parlait de ça. Elle existait il y a 1 an, personne n'en parlait. Elle existait il y a 3 ans, personne n'en parlait. Alors, il y a peut-être 10 ans, c'était d'autres problématiques qui se posaient pour l'Éthiopie. Ça veut dire que il y a 20 ans également. Oui. Ça veut dire que c'est un pays, en tout cas c'est ma lecture, et je ne prétends pas avoir le monopole de la vérité, mais je pense que c'est un pays qui a atteint un degré de développement économique important, un degré de maturité sociétale important, un niveau de classe moyenne important où l'exigence démocratique de liberté devient importante. Et donc, ce qu'on ne regardait pas hier, on peut lui donner un nouveau nom. Je pense, moi, qu'il est exagéré et qu'il n'est pas réel. Et contrairement à ce que vous dites, je ne pense pas que le continent africain soit miné par les problèmes de l'ethnie du tout, même si les ethnies existent, même si les réalités ethniques existent. Mais enfin, à chaque fois, on nous explique dans tel pays, il y a 200 ethnies. Et alors, ce n'est pas le problème. C'est une richesse, ce n'est pas un problème. C'est ni un malheur. La difficulté, c'est de savoir comment le gérer. Si vous libérez la parole démocratique, si vous instituez un État
plus démocratique, plus libéral, plus ouvert, vous avez des chances de mieux gérer une situation. La difficulté, c'est que ceux qui dirigent aujourd'hui l'Éthiopie, qui ont une santé économique très importante, qui ont un système de développement très important, font face à un problème. C'est quoi? C'est l'évolution naturelle d'un pays qu'ils n'ont pas prévu, qu'ils n'ont pas anticipé et qui ne sont pas capables ni de canaliser ni de gérer. La difficulté, elle est là. Si Haïlé Mariam Desalegn aujourd'hui démissionne, c'est parce qu'il est dépassé. Et donc il faudrait que lui et tous ceux qui sont avec lui. D'ailleurs, c'est l'un des rares pays qui connaît la transmission du pouvoir, il ne faut pas l'oublier. Certes. Mais ça reste quand même au sein d'un même parti. Hein. Voilà. Non, depuis 91 déjà. Dans un même parti, vous avez une transmission, vous avez quand même une transmission. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Mais c'est justement ça, Djemal, qui pose problème. Mais je vais peut-être céder la parole un instant à Jean-Claude Moulindabi. Sur ce que les propos de Djemal Taleb, qui dit que finalement il y a quand même une transmission qui semble fonctionner, en tout cas selon les dires de Djemal Taleb en Éthiopie. Non, je pense que quand même, si on essaie d'être plus ou moins objectif, c'est vrai qu'économiquement, il y a quelque chose qui a été fait en matière de gouvernance. Mais l'Éthiopie... C'est la première croissance du continent africain. Oui, l'Éthiopie se retrouve parmi les pays dictatoriaux avec une oppression excessive. Donc, il faut savoir que cette colère de la population ne se base pas sur une chose. Il se base sur plusieurs domaines où il réclame qu'il y ait vraiment des changements qui puissent permettre à ce que la vie de la population devienne plus ou moins acceptable. Voilà, ce n'est pas parce qu'on avait... Oui, c'est très grave qu'on puisse emprisonner plus de 6000 politiques et journalistes. C'est très grave dans un pays, mais il n'y a pas que cela. En ce qui concerne les revendications de la population. Il n'y a pas que ça. C'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est pourquoi, même après cette libération, la colère n'est pas encore terminée. C'est parce que le problème qui couvre est plus grave que ça. Oui, et que la seule explication par les décisions politiques ne suffit pas. Moi, je suis moins sévère que vous, c'est l'Éthiopie. Pardon, je n'ai jamais pensé que l'Éthiopie était un pays démocratique. Je ne pense pas que l'Éthiopie est un pays démocratique. Ça n'est pas une dictature, ça n'est pas vrai, c'est pas ça une dictature. C'est un pays où il y a un parti, une oligarchie, un système qui est instauré depuis très longtemps et qui tient un pays difficile de 100 millions d'habitants, qui n'est pas toujours facilement gouvernable. Est-ce qu'il faut l'améliorer? Sans aucun doute. Moi, je pense, contrairement à vous, que les 6000 personnes libérées n'ont pas suffi à désamorcer une crise sérieuse. Et que vous pouvez en libérer 6000 encore, ce n'est pas le problème. Je pense, moi, encore une fois, que le Premier ministre, mais aussi tous ceux autour de lui qui dirigent cette situation sont dépassés. Ils sont dépassés par un pays qui, pendant très longtemps, était calme. L'image qu'on avait de l'Éthiopie, c'était l'image d'un pays pauvre, dans la misère. Et on oublie à chaque fois que ce n'est ni un pays pauvre, ni un pays dans la misère. Aujourd'hui, on a une image de la première croissance économique africaine, d'un pays qui affiche une croissance à 2 chiffres et qui n'a pas de difficultés. Sauf que les problèmes sont toujours là. On peut toujours leur trouver une explication politique, et je pense qu'elle existe. Mais l'explication de la demande importante de la population est très élevée. Et là, le gouvernement éthiopien est totalement dépassé. Il donne une réponse, comme il peut, parce qu'il considère que la situation est probablement dans la difficulté des prisonniers politiques. Enfin, la difficulté grave et majeure, c'est que ce pays est en demande de plus de liberté, de plus d'ouverture. C'est l'un des pays sans doute les plus fermés du continent africain et il a besoin d'ouverture. L'expliquer par l'ethnie, pourquoi pas? Je fais partie de ceux qui ne l'expliquent absolument pas par l'ethnie. Je n'ai pas dit que l'ethnie n'existe pas sur le continent africain, mais la lecture et l'explication par l'ethnie, il me paraît. Alors c'est également la même lecture qui est tenue par les Éthiopiens eux-mêmes. Mais les Éthiopiens, qu'on n'est pas, évidemment, les 100 millions, on était très compliqué à leur expliquer tous la situation, mais je lis moi-même en préparant. Depuis 2015. Je lis moi-même, comme vous, en préparant cette émission, des avis partagés, diversifiés. Je pense que l'explication dominante, y compris en Éthiopie, c'est la demande de liberté, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que la demande de liberté est générale et que le pouvoir politique est dépassé par une population qui s'enrichit, dont la classe moyenne se développe, dont le nombre d'ingénieurs se développe, et le système des années 80 n'est plus compatible avec les besoins d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai expliqué. Alors la question qui se posait dès le départ, c'était autour du fédéralisme éthiopien basé sur l'ethnie, qui marchait effectivement dans les années 90 au temps de Mélès Zenawi. C'était ça qui était posé et c'est ce que je conteste. Dès le départ. Et c'est ce que je conteste. Vous contestez. Peut-être un dernier mot, Almami Sékou Souma. Ce que je retiens, parce que quand je ne retiens pas votre prénom... Ce n'est pas grave. Djemal Taleb. Djemal Taleb, quand vous parlez tantôt de transmission du pouvoir, il y a une nuance entre ce qu'on appelle transmission et ce qu'on peut appeler véritable alternance au sommet de l'État.
Parce qu'on peut transmettre le pouvoir, vous avez dit, quand c'est un même parti qui transmet le pouvoir à un autre issu de la même formation politique, il n'y a pas d'idées nouvelles. L'innovation, c'est introduire la nouveauté. Mais bien sûr qu'il y a des idées nouvelles. Vous avez l'impression qu'entre Mao et Deng Xiaoping, il n'y a pas d'idées nouvelles. Vous avez l'impression qu'entre Xi Jinping et Hu Jintao, il n'y a pas d'idées nouvelles. Bien sûr qu'il y a une idée nouvelle. Non, on parle d'un parti. C'est le même parti, je parle de la Chine, c'est exactement le même parti, c'est la même famille, c'est le même groupe. On parle du cas éthiopien, que vous savez. Vous n'avez pas l'impression que ça change? Si ça changeait, les problèmes, la crise qui existe aujourd'hui n'allait pas exister. Où ça? En Chine? Non, en Éthiopie. On ne parle pas de la Chine, on parle du cas Vous avez l'impression vraiment... Vous avez l'impression qu'entre Mengistu Haile Mariam et Haile Mariam Delassane, c'est les mêmes situations? Vous êtes en train de... Vous allez en train de faire la comparaison. Mais je suis obligé, je n'ai pas... deux situations. Alors, on parle depuis 91. Ah, mais je parle de l'après-dernier. Je ne parle que de 91 d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la situation... L'Éthiopie d'il y a 20 ans et d'aujourd'hui est la même? Ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que vous parlez de transmission de pouvoir. Et cette transmission de pouvoir s'effectue uniquement dans un parti politique qui gère le pays. Aujourd'hui, ce qu'il convient de faire, qui peut être en phase avec le monde actuel, c'est aussi l'alternance, voire une autre pensée politique, une autre idéologie qui vient au sommet de l'État. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'alternance, Djemal, en Éthiopie? Moi, ce que je veux, c'est un seul parti qui transmet le pouvoir à un autre leader du même parti peut peut-être faire des améliorations. Je ne dis pas non. Mais pour aboutir à une alternance véritable, il faut changer de système. Oui. Mais comme vous et moi, nous ne pouvons pas changer le problème en Éthiopie et que visiblement les Éthiopiens ne l'ont pas fait. Nous ne sommes que des commentateurs. Ils vont les changer, les Éthiopiens. Je l'espère. C'est pour ça, la crise là, s'ils ont accepté pendant quand même très longtemps. Tout ce qui se fera par les Éthiopiens ne peut qu'avoir notre soutien, c'est évident. Ce n'est pas la question. Mais la question, c'est que puisque nous sommes ici que des commentateurs et des observateurs d'une situation, nous essayons juste de porter l'alliance, enfin en tout cas pour ma part, c'est ce que j'essaie de faire, là où c'est possible. Je fais la différence entre un système continu, un système qui connaît des changements. Je fais une différence entre un changement radical et un changement doux. Je fais une différence entre révolution et pas de révolution. L'Éthiopie de 1991 n'a rien à voir avec l'Éthiopie d'aujourd'hui, d'ailleurs à tout point de vue. L'Éthiopie probablement de demain changera encore. La difficulté, c'est qu'il y a un système politique qui est instauré depuis très longtemps, c'est celui qui est en cause. Ce n'est ni le système institutionnel, ni le système ethnique. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est en tout cas ma manière de voir ce pays qui est, tellement différent du continent africain, tellement différent. D'ailleurs, les Éthiopiens eux-mêmes, je ne suis même pas persuadé que leur donner de la comparaison leur fait tellement plaisir. La question, c'est que c'est un pays à part, qui vit une situation à part et qui vit depuis très longtemps une situation à part. J'y étais au mois de juillet et je sais très bien que au mois de juillet, on pouvait faire ce qu'on voulait, sauf à imaginer que ce système qui fonctionne tellement bien avec une santé économique insolente pouvait vaciller du jour au lendemain. Il a vacillé. Il a vacillé parce qu'il connaît une classe moyenne de plus en plus importante qui demande des changements de plus en plus importants. Là, le gouvernement de M. Haile Delassane est totalement dépassé. Dommage pour eux. Mais le fait que... Alors, pardonnez-moi. Oui. On va continuer de parler de l'Éthiopie, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. À tout de suite.